Jean Dumser, né en 1885, décédé en 1959, est un journaliste, rédacteur en chef du Courrier de la Sarre et autonomiste. Il est natif de Rolbin et a fait ses études au collège de Bitche. Au moment de la guerre scolaire de Schweyen en 1922, qui a fait l'objet d'échanges à la Chambre des députés, il prend position pour le curé du village contre l'instituteur. Signataire du Heimatbund, une ligue qui revendique un statut particulier pour la région, il est à l'origine, avec d'autres, de la grotte de Lourdes de Rolbin, qui contient de nombreux symboles politiques. Avec nos historiens Joël Beck et Olivier Jarry, nous partons à Schweyen et Rolbin pour vous raconter cette nouvelle histoire de notre histoire. Est-ce que l'on se souvient que Schweyen faisait en février 1922 et la page 1 des journaux locaux et même nationaux, je pense à la page en 1 du Cri du Peuple, l'organe du Parti Socialiste de l'époque, et de débats vifs à la Chambre des députés. Non, tu as raison, je pense qu'on a complètement oublié le contexte politique tendu de ces années-là dans notre région. Donc en 1919, l'Alsace-Moselle est intégrée juridiquement à la République française. Et très vite, le bloc national, qui est au pouvoir jusqu'en 1924, se retrouve à gérer une question compliquée qui est celle de savoir si on va appliquer le droit français intégralement dans la région. Et le point qui cristallise un peu les tensions très vite, c'est la question religieuse. Puisque les Français de l'intérieur, comme on les appelle ici, connaissent depuis 1905 la séparation de l'Église et de l'État, alors que nos habitants d'Alsace-Moselle sont très attachés au Concordat et refusent catégoriquement qu'on le leur enlève. Et c'est dans ce cadre-là que va se passer ce qu'on appelle l'affaire de Schweyen. En 1919, l'instituteur de Schweyen est envoyé en France de l'intérieur pour améliorer sa connaissance de la langue française. On lui interdit d'enseigner et à la place on envoie ici Marcelin Lillet, qui est un tout jeune enseignant originaire de Franche-Comté. Qui ne parle pas allemand alors. Qui ne parle pas du tout allemand, qui est officiellement catholique, mais avec sans doute une pratique un peu moins intense que les gens de la région ici. Et très rapidement, des tensions vont se faire jour avec le curé Zach Steder de Schweyen. De manière assez récurrente, on a des problèmes au sujet d'un manuel de récitation qui ne serait pas approprié, que l'instituteur manquerait de respect envers la religion, qu'il n'enseignerait pas suffisamment la religion aux enfants, toute chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire évidemment avant d'arriver ici, mais qui était très importante pour les habitants de Schweyen et le curé en particulier. Et donc en chaire, le dimanche, le curé plusieurs fois a pointé du doigt l'instituteur. Donc la tension va monter. Et finalement, l'événement qui va peut-être mettre le feu aux poudres, c'est la venue à Schweyen d'un conférencier, d'un journaliste, d'un activiste politique qui est Jean Dumser. Oui, ce fameux Jean Dumser, il est vrai que le mouvement autonomiste se développe dans nos contrées et naturellement en Alsace. Le point de vue religieux, justement, est un axe de défense de ce mouvement fédéraliste. Et ce Jean Dumser, qui commence à colporter ses idées autonomistes, se rend effectivement à Schweyen pour évoquer avec le curé les circonstances et les débats qui ont lieu entre l'instituteur, le maire et le curé. C'est donc ici, dans cette église de Schweyen, que Dumser a rencontré, tu penses, le curé Zach Steder et les hommes du village? Oui, effectivement, puisqu'il en parle dans son livre « Confession d'un autonomiste ». Il parle naturellement de son parcours depuis sa naissance en 1885 à Rolbin. Il fait des études au collège Saint-Augustin de Bitche, puis au petit séminaire à Metz.
pendant la Première Guerre mondiale, il se réfugie en Suisse et j'imagine que c'est là qu'il commence à accéder au principe d'autonomie par rapport au mouvement politique des cantons, de la Confédération. Il rentre en France et comme journaliste, il est embauché au journal de Thionville, mais au bout de quelques mois, à la demande du commissaire de la République, Mirmand, il est renvoyé parce qu'il écrit dans ce journal « Il est à craindre que le joug français soit encore plus lourd que le joug prussien ». Donc à partir de là, ces considérations politiques autonomistes allaient à l'encontre des autorités françaises. Il devient quand même rédacteur en chef du Courrier de la Sarre à Sarreguemines, mais il est nouveau renvoyé au bout de quelques mois à la demande du sénateur Jean Stuhl, dont il fut pourtant le secrétaire particulier. Dans le même temps, politiquement, il est engagé dans le mouvement fédéraliste d'Alsace-Lorraine et fera passer ses idées, cette fois-ci, en achetant une imprimerie, l'imprimerie sarregueminoise. De plus en plus engagé dans le Volksbund, au niveau autonomiste, il sera l'un des signataires du Heimatbund, le fameux manifeste autonomiste qui sera interdit en 1927. Tu sais qu'il finira complètement ruiné et terminera ses jours en 1959 en se réfugiant à Rolbin. Mais surtout, l'un de ses idéaux en matière d'autonomie, c'était la défense de notre identité religieuse dans le territoire. Oui. Et c'est ce qui nous ramène donc à cette fameuse affaire de Schweyen qu'on a quittée il y a quelques moments. Donc Dumser est venu à Schweyen, il a tenu une conférence et il a insisté sur la défense de l'école catholique qu'il fallait absolument tenir face aux visées de Paris qui cherchaient à laïciser tout cela. Il aurait incité les chefs de famille à aller rencontrer directement l'instituteur pour leur signifier ce qu'il lui reprochait. Mais d'après ce qu'il dit, avec calme, sans violence. Oui, c'est ce qu'il évoque dans son livre, mais on peut en douter. On peut en douter. Ah ben ici, on est au cœur de l'événement, puisque nous avons l'école et le presbytère. Et on le voit, ils se sont face à face. Oui, tout à fait. Donc Dumser vient à Schweyen le 26 décembre 1921. C'est ce qu'on disait, il rencontre les pères de famille. Et dès le 3 janvier, donc quelques jours plus tard, 1922, les pères de famille, 17 pères de famille du village, vont rencontrer l'instituteur à l'école. Il semblerait que ce soit un petit peu animé. Ils lui lisent une longue déclaration en allemand alors qu'il ne comprend pas l'allemand pour lui dire ce qu'il lui reproche. On lui crie de faire sa valise, de quitter le village. Il sort, il est un peu bousculé, il va porter plainte. Et les 17 hommes se retrouvent au tribunal de Sarreguemines. Donc un mois plus tard, en février 1922, un procès de près de 10 heures voit ces 17 hommes comparaître à Sarreguemines. Et ça avait fait la une, puisque je crois qu'il y a des dizaines, voire une centaine de personnes qui étaient présentes au tribunal pour y assister. Et verdict, 3 des chefs de famille ont droit à des jours de prison, les 14 autres ont une amende, et le curé Zachsteder, qui est absent, il se dit grippé. Par contre, c'est lui qui écope de l'amende la plus importante, plus du double de celle des autres chefs de famille. Rolbin, la limite de la frontière allemande, on est donc pas loin de Schweyen, où est né notre fameux autonomiste Jean Dumser. Et donc, il est sûrement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à l'impulsion de cette grotte qui a été quand même érigée par son beau-frère Jean Krebs. Oui, il y a des indices assez forts, oui. La grotte, dans tous les cas, a un rapport très certain avec le contexte, un contexte identique à celui de l'affaire de Schweyen. Oui.
Elle a été érigée quelques années plus tard, en 1927. Bénie le 8 septembre 1927, c'était un événement exceptionnel dans un petit village comme Rolbin, une paroisse un peu excentrée puisque c'est une des toutes dernières du Beacherland à avoir son église. C'était vraiment un village un peu oublié. Donc un événement exceptionnel. La presse de l'époque rapporte en détail tout ce qui s'est passé. On a un article de la Lothringer Zeitung qui raconte que 2000 fidèles sont venus, une messe avec une vingtaine de prêtres le matin, vêpres, salut du Saint-Sacrement, procession au flambeau le soir. Donc un événement exceptionnel. Ah oui, de la population. Donc une grande ferveur religieuse, l'article en parle beaucoup, mais, ça c'est un petit peu plus étonnant, il y a un aspect moins religieux ou moins directement religieux, un aspect un peu plus politique également dans cette grotte, et c'est ça qui fait la spécificité de ce monument, et c'est ça qui la rattache très directement à ce qui s'est passé à Schweigen et à ce contexte politique tendu des années 20 en Alsace-Moselle. Donc c'est vrai qu'on le voit là en face de nous, ça présente des éléments, beaucoup d'animaux apparemment. Oui, ces animaux ont une réelle dimension politique et elle est explicitement citée dans la presse de l'époque qui explique ce que signifie chacun de ces 4 animaux. Vous avez par exemple le faucon tout en haut, un faucon aux aguets, qui symbolise, d'après la presse de l'époque, les adeptes de la laïcité, c'est-à-dire ceux qui cherchent à arracher les enfants de la religion et à faire sortir Dieu des écoles. Vous avez également le renard qui rampe. Il représente, je cite, « des habiles et trompeurs beaux parleurs qui mettent notre pays en grand danger ». Vous avez également les lézards, 3 lézards, qui sont énormément grossis. Ils symbolisent, d'après la presse de l'époque, toujours les rationalistes, c'est-à-dire ceux qui, sans en avoir l'apparence, cherchent à ruiner l'influence de l'Église dans notre région. Enfin et surtout, le pire, le grand ennemi de la Sainte Vierge, au pied de la Sainte Vierge, le serpent. Et on voit que cette grotte représente un serpent 3 fois plus grand que les serpents qu'on représente habituellement au pied des statues de la Sainte Vierge. Ce serpent, d'après la presse de l'époque, c'est le symbole de la franc-maçonnerie qui dirige toutes ces manœuvres contre l'Église en Alsace-Moselle. J'imagine que la plupart des habitants du Beacherland qui sont venus à cette inauguration là, le 8 septembre 1927, et puis tous ceux qui sont revenus et qui viennent peut-être encore aujourd'hui devant cette grotte, voient le côté religieux, mais n'imaginent pas cet aspect politique. Oui, cet aspect politique autonomiste qui a périclité après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs comme le lien religieux qui s'est distendu encore aujourd'hui.